Alors, nous parlons donc de cette déclaration de partenariat, déception renforcée entre la France et le Maroc. Vous le savez si bien, cette visite du président français Emmanuel Macron au Maroc et qui a donc permis d'aboutir à la signature donc, de ce partenariat. Quelle implication, hein, de prime abord, quelle implication géostratégique même de ce partenariat renforcé? Oui, c'est une bonne question, Madame Carpen. Je pense que les récents, n'est-ce pas, développements diplomatiques entre la France et le Maroc, n'est-ce pas, indiquent une alliance renouvelée, n'est-ce pas, entre les deux pays qui visent certainement à renforcer leur partenariat stratégique, n'est-ce pas, ce qui a des implications potentielles pour l'influence de la France en Afrique. Donc cette revitalisation, on va dire, n'est-ce pas, cette relation suit une certaine période, n'est-ce pas, de tension très forte entre les deux pays, qui a certainement évolué, n'est-ce pas, aujourd'hui vers une phase de coopération, n'est-ce pas, qui sera marquée par des accords significatifs et certainement un soutien en retour, n'est-ce pas, un soutien mutuel, n'est-ce pas, sur les questions controversées, euh, n'est-ce pas, telles que la question du Sahara occidental. Alors, disons que les, les, par le passé, le Maroc et la France ont eu beaucoup de divergences, n'est-ce pas, sur plusieurs points, et donc qui font qu'effectivement, les deux pays ont été dans une situation très difficile. Alors, on peut citer, n'est-ce pas, en 2021, la réduction des visas, n'est-ce pas? C'est-à-dire la France qui a décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux sortissants marocains. Et donc, cette mesure qui a visé à inciter, n'est-ce pas, une meilleure coopération entre, n'est-ce pas, du moins avec le Maroc, si on veut dire, sur les questions d'immigration illégale, qui sont des sujets très, très importants en France aujourd'hui. Mais elle a été perçue comme une décision punitive et a effectivement négativement affecté les relations des deux pays. Donc, du point de vue marocain, ça a été une très mauvaise décision. Ensuite, sur le plan du Sahara occidental, la question du Sahara occidental a été, n'est-ce pas, une source majeure de tension. C'est-à-dire que la France a longtemps, n'est-ce pas, hésité, n'est-ce pas, à reconnaître la souveraineté marocaine de ce territoire, ce qui a irrité Rabat, n'est-ce pas, et donc en 2024, Emmanuel Macron se décide finalement de soutenir le plan d'autonomie, n'est-ce pas, marocaine, n'est-ce pas, sur le Sahara occidental, ce qui va améliorer un petit peu les relations avec le Maroc, euh, mais en retour va créer des tensions vives avec Alger, avec l'Algérie, qui lui soutient plutôt le Front Polisario. Donc, ça, c'est deux points sur lesquels, n'est-ce pas, ces pays-là ne s'entendaient guère. Il y a également, en termes de rapprochement franco-algérien, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'Algérie, enfin le Maroc qui ne voyait pas d'un très bon œil, n'est-ce pas, ce rapprochement entre la France et l'Algérie. Et donc, ce qui a posé également des tensions entre les deux pays. D'ailleurs, on arrivait à des points de tension très, très, très forts entre les deux pays. Et enfin, l'affaire Pegasus, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que des accusations, n'est-ce pas, selon lesquelles le logiciel espion Pegasus aurait été utilisé par le Maroc pour cibler les personnalités françaises, dont Emmanuel Macron, n'est-ce pas, ont également ajouté, n'est-ce pas, de l'huile sur le feu, n'est-ce pas, par rapport à cette relation. Et bien que les Marocains aient nié, n'est-ce pas, ces allégations. Donc voilà les sujets qui ont contribué à un refroidissement des relations entre les deux pays. Évidemment, les efforts récents, n'est-ce pas, ont permis donc effectivement ce rapprochement ou ce renouvellement de ces relations puisse avoir lieu, d'où la visite du président Macron, n'est-ce pas, avec la signature, n'est-ce pas, de plusieurs contrats qui sont établis, qui sont évalués à plusieurs milliards, n'est-ce pas, d'euros. Donc voilà un petit peu la situation. Alors, Monsieur Dimi Dalédo,
que trahit selon vous ces renforcements même de coopération entre la France et le Maroc? Bien, écoutez, c'est présenté comme une alliance entre la France, entre l'impérialisme français d'un côté et le Royaume du Maroc de l'autre. En réalité, le Maroc n'a pas les capacités, que ce soit les capacités économiques, sociales ou politiques, n'a pas les capacités de contrer le caractère usurier d'un pays comme la France, qui est encore une fois impérialiste, un impérialisme décadent, pourrissant, mais il ne faut pas sous-estimer ses capacités. Vous savez, comme le disait Lénine, il ne faut pas surestimer son ennemi, mais il ne faut pas non plus le sous-estimer. Ils ont encore pas mal de stratégies cachées dans leur besace, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en réalité, c'est pas une présenté comme une alliance, mais pour le gouvernement français et Emmanuel Macron, c'est une tentative tentative de régénération d'une nouvelle forme de néocolonialisme. On se souvient encore le malheureux tremblement, je prends un exemple concret, des capacités du gouvernement royaliste qui ne peuvent pas rivaliser avec ceux de l'impérialisme français. On se souvient encore du malheureux tremblement de terre d'il y a quelque temps. Malheureusement, paix aux âmes à nos frères et sœurs marocains qui nous ont quittés. Mais après le tremblement de terre, on constatait que malheureusement il n'avait pas d'ambulance. Il n'avait même pas d'ambulance. Je ne parle même pas des hôpitaux, de l'état des hôpitaux. Voilà la situation actuellement de l'héroïque peuple du Maroc. La situation, c'est que vous avez un peuple marocain qui galère et qui galère toujours plus, qui vit dans des conditions exécrables. Donc il n'y a pas d'alliance. C'est une régénération d'une nouvelle forme de néocolonialisme. Effectivement, cette rencontre se situe à un moment clé, à une étape charnière de l'histoire de notre monde. Alors que le nouvel ordre mondial multipolaire se dessine, le Maroc essaierait, je reste conditionnel parce que je ne pense pas qu'il réussirait, en tout cas pas dans l'état actuel des choses. Le gouvernement royaliste du Maroc a démontré, et je parle bien du gouvernement royaliste du Maroc, je ne parle pas du peuple marocain, je trace toujours une ligne de démarcation entre le gouvernement et les peuples. Le gouvernement royaliste du Maroc a démontré que, et je vais utiliser un mot qui fera peut-être bondir, que c'était un traître. Le gouvernement royaliste du Maroc a collaboré avec l'entité sioniste. Ça, c'est une réalité, c'est factuel, je n'invente rien. On sait qu'il y a une normalisation entre le gouvernement génocidaire israélien et le gouvernement royaliste du Maroc, que il n'y a pas eu de rupture de normalisation après le déclenchement du génocide. Au contraire, le roi du Maroc a continué à s'enrichir. C'est une donnée factuelle, je n'invente rien. Donc, et de plus, cette réalité malsaine, nauséabonde, est combinée à une autre réalité, qui est la réalité du Sahara occidental. Mon prédécesseur l'a très justement souligné. Le Sahara occidental, qu'est-ce qui s'est produit ? C'était à l'époque de Trump. C'était Trump qui était encore président. Et en réalité, ce qui s'est produit, c'est que l'impérialisme nord-américain avait dit au gouvernement marocain, en échange de la reconnaissance de votre souveraineté sur le Sahara occidental, en échange, vous normalisez vos relations avec notre bras armé dans la région, qui est le gouvernement génocidaire israélien. C'est ça qui s'est produit. C'est un échange. C'est un échange entre la normalisation d'Israël et le gouvernement marocain, échangé contre la souveraineté du gouvernement royaliste du Maroc sur le Sahara occidental. Alors que dans le même temps, on sait que jusqu'à l'ONU, et là pour le coup, vous connaissez, je suis très critique, mais quand même, jusqu'à l'ONU qui avait démontré dans les années 70 que nous ne pouvons pas balayer d'un revers de la main la République arabe démocratique sahraoui, et que les Sahraouis ont leur mot à dire, et que la RADS existe, qu'elle est là. Elle a été délocalisée pour une partie des dirigeants de la République arabe démocratique sahraoui a été délocalisée en Algérie, parce que, bon, forcément, mais elle existe.
Et qu'est-ce qu'avait dit l'ONU à l'époque? Et là, pour le coup, ils avaient opté pour une position qui était, ma foi, plutôt rationnelle, qui consistait à dire qu'il fallait un référendum. Un référendum qui permettrait de trancher la question. Donc, le Grand Maroc n'a jamais existé, hein, ça c'est une fadaise. Le Grand Maroc n'a jamais existé, il n'existera pas. C'était quelque chose que le gouvernement royaliste a mis dans la tête des Marocains pour les endormir. Le Grand Maroc n'a jamais existé, c'est une idée qui n'existera jamais. Moi, j'ai des chiffres que je donnerai dans un deuxième jet. Je garderai certains exemples plus tard. Mais rien que si on lit la déclaration de Forbes, il a été démontré que Mohamed VI et détient sa richesse est estimée à près de 10 milliards. 10 milliards, l'équivalent de 10 milliards de dollars. C'est un des hommes les plus riches de la planète. Dans le même temps, il n'y a pas d'ambulance pour les Marocains. Donc, c'est pour ça qu'ils s'entendent en fait. Hein. Parce que d'un côté, vous avez Emmanuel Macron, banquier fanatique, qui lui a passé son temps à tuer la France au service des multinationales internationalisées. À cause de lui, la France est devenue un porte-monnaie à ciel ouvert pour multinationales. Et d'un autre côté, vous avez un roi qui n'a jamais rien apporté à son peuple, à part un TGV. Et en plus, c'est même pas les Marocains qui peuvent prendre le TGV, parce que c'est trop cher. Et souvent, c'est les touristes qui prennent le TGV. Bref. Donc, troisième élément, ce déplacement démontre que le Maroc essaie de trouver, encore une fois, je reviens sur cet élément, mais c'est important, il essaie d'être un élément clé sur le continent africain. Il veut se présenter comme un élément clé. À un moment, on sait pourquoi, parce que dans le même temps, on a l'Algérie qui a été affirmée après le 16e sommet des BRICS, s'est affirmée comme un partenaire, pas un adhérent des BRICS+, mais comme un partenaire essentiel des BRICS+, et on sait que l'Algérie, je suis moi-même très admiratif évidemment de Ben Bella, du passage du FLN et de la révolution algérienne, et l'Algérie a trouvé sa place dans le nouvel ordre mondial dédollarisé qui se profile. Et la plupart des pays africains, de toute façon, l'AES en tête, vont trouver leur place dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Donc en fait, au Maroc, pour moi, le gouvernement royaliste marocain est dangereux. Cette rencontre, elle est dangereuse. On ne peut rien en attendre. Et je pense vraiment que, de toute façon, c'est une tentative du gouvernement royaliste du Maroc, mais de reprendre, de conserver sa place, en tout cas de se repositionner dans le nouvel ordre mondial multipolaire, mais il n'y arrivera pas parce que il est déjà en échec. Sur le terrain moral, il est en échec. Et beaucoup de pays arabes savent très bien que cette normalisation entre le gouvernement royaliste du Maroc et l'antitétionniste est malsaine, elle est nauséabonde, et qu'elle a signé son arrêt de mort social et politique. Je reste avec vous, hein, Monsieur Dimi Dalédo. Vous venez de souligner qu'il s'agit d'une rencontre dangereuse qui ne produira aucun fruit. Alors, il faut souligner cette rencontre pour certains géostratèges. Finalement, c'est une façon de contrer le rapprochement entre l'Algérie et la Russie. Partagez-vous cet avis? Ou alors vous ramez un contre-courant? Tout à fait, oui, je pense que c'est effectivement ça. Encore une fois, il y a toujours eu un certain conflit entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, elle est toujours restée sur des bases plutôt révolutionnaires, sur des bases anti-sionistes, sur des bases, on va dire, presque socialistes parfois. Alger-la-Rouge est très loin, on le sait, le monde est différent, mais il y a certains principes qui ont traversé le temps. Et alors que dans le même temps, le gouvernement royaliste du Maroc, lui, on collabore avec certaines instances. On se souvient encore, si vous voulez, il n'y a pas de... On le sait depuis la guerre des Sables. On l'a vu à l'époque de la guerre des Sables. Qu'est-ce qui s'était passé là, à cette époque-là? On l'a bien vu que le gouvernement royaliste du Maroc était soutenu par l'impérialisme français, entre autres, qui armait à fond les ballons le gouvernement marocain. Et dans le même temps, qui soutenait l'Algérie? C'était Cuba, c'était le grand Gamal Abdel Nasser, l'Égyptien. Il n'était pas encore mort, il va mourir plus tard en 70, mais à ce moment-là, Gamal Abdel Nasser soutenait encore l'Algérie. Ces différents soutiens lors de la guerre des Sables reflètent des positions politiques et idéologiques et de principes qui sont totalement
différentes. Et actuellement, effectivement, l'Algérie, lors de ce 16e sommet des BRICS, s'est positionnée. Il y avait plusieurs éléments clés. On se souvient le GECF, vous savez, cette réunion des producteurs de gaz, et dans lequel dans le rapport de M. Abdelmadjid Tebboune a été acclamé. On sait que depuis le 16e sommet, l'Algérie devient un partenaire essentiel. Il est totalement intégré dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Il trouvera sa place via les nouvelles routes de la soie, qui est les couloirs de passage des marchandises et des capitaux sud-sud, voyez, qui seront intégrés, qui fonctionneront corrélativement au sud global, au pays du sud global. Et en fait, le Maroc, c'est une mélange de jalousie. Enfin, encore une fois, je parle bien du gouvernement marocain, pas du peuple, puisque d'ailleurs, le peuple marocain a souvent manifesté. On le souligne pas assez, mais le peuple marocain a manifesté le fait qu'il n'était pas d'accord avec la position de son gouvernement, et il y a eu beaucoup de répression contre le peuple marocain. Ça, on n'en parle jamais dans les médias occidentaux, évidemment. Donc, je pense qu'effectivement, l'avenir du continent africain, cette contradiction entre l'Algérie et le Marocain va impacter sur l'avenir du continent africain. Et je ne sais pas quelle alliance pourrait se produire entre l'Algérie, l'AES et certains pays africains qui, eux, trouveront aussi leur place dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Mais effectivement, il risque de se produire quelques remue-ménages, si je puis dire, à ce niveau-là. Alors, professeur Achille Eke, pour M. Djimi Dalédo, c'est tout simplement une rencontre dangereuse et qui n'aboutira à rien de concret ou alors rien de positif pour l'épanouissement des peuples africains, mais surtout des peuples de ces deux États et même pour le continent africain. Alors finalement, que représente le Maroc selon vous sur le plan économique ? Oui, c'est une grosse question. Le Maroc, c'est un pays qui a un grand potentiel économique, n'est-ce pas, par rapport à plusieurs autres pays africains. On connaît la puissance du Maroc, n'est-ce pas, dans ses banques, n'est-ce pas, ces banques qui se retrouvent à travers pratiquement tout le continent africain. Et n'est-ce pas, le problème du Maroc, souvent, tel que perçu en Afrique subsaharienne, c'est cette volonté parfois, n'est-ce pas, de vouloir se différencier, n'est-ce pas, des pays africains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont voulu faire partie de l'Union européenne. Vous voyez, et puis il y a des décisions qui sont prises parfois par les Marocains qui frustrent, n'est-ce pas, les autres pays africains, notamment en termes de sport. On a eu des situations avec, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations à un moment donné qui avait été reportée et finalement, je crois que c'était la Guinée équatoriale qui avait pris le relais. Bref, il y a des situations qui font qu'on se demande qu'est-ce que veut le Maroc. Est-ce que les Marocains sont africains? Est-ce qu'ils ne sont pas africains? Mais sur le plan économique, c'est un pays qui a, n'est-ce pas, beaucoup de potentiel, n'est-ce pas, sur le plan du pétrole, sur le plan du gaz, sur le plan, n'est-ce pas, halieutique et même, etc. Ils ont beaucoup de potentiel qui font qu'effectivement, c'est un pays qui est intéressant pour la France qui a des problèmes économiques aujourd'hui, n'est-ce pas, dû à son alliance avec l'OTAN, avec des décisions, n'est-ce pas, des sanctions qu'ils ont prises contre la Russie. Et donc, la France se trouve dans une situation où elle n'arrive pas à s'approvisionner suffisamment en énergie. Et donc, le Maroc peut être un pays qui lui permet de pouvoir combler, n'est-ce pas, une partie de ce vide-là. Et donc, c'est pour cela qu'il y a ce partenariat stratégique qu'ils ont mis en place, n'est-ce pas, dans leur déclaration, n'est-ce pas, ils parlent d'un partenariat d'exception renforcé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux chefs d'État expriment leur volonté, n'est-ce pas, de mettre leurs relations à un niveau supérieur par rapport au niveau actuel, n'est-ce pas, en s'appuyant sur des liens historiques, des liens, n'est-ce pas, culturels et humains qu'ils ont établis, qu'ils ont entretenus pendant des décennies. Et donc, ceci va donc permettre de soutenir leurs relations de coopération dans l'avenir.
Bon, mais on sait qu'effectivement, la France a un intérêt caché derrière ce genre de partenariat. C'est qu'effectivement, ce sont des mots pour apaiser le cœur des Marocains, notamment en soutenant, moi je dirais du bout de lèvres, hein, en soutenant du bout de lèvres, n'est-ce pas, disons, le pouvoir ou alors le fait que le Sahara occidental, n'est-ce pas, doivent appartenir au Maroc. Je ne suis pas sûr que c'est une position vraiment sérieuse et profonde. J'ai l'impression que c'est plus stratégique, c'est plus tactique que, n'est-ce pas, que réaliste, que réel. En réalité, je pense qu'effectivement, la France a besoin également de l'Algérie. C'est-à-dire qu'elle a besoin des deux pays. En fonction des relations qu'elle a avec l'Algérie, elle fait balancer, n'est-ce pas, ses rapports avec le Maroc et quand ça ne va plus avec le Maroc, ils vont rentrer vers l'Algérie, ils vont faire cette danse-là, ils font cette danse-là depuis des années et donc chaque président qui arrive, n'est-ce pas, fait cette danse et les Américains également y participent. Donc c'est un jeu, n'est-ce pas, pour lequel personne ne doit être naïf et penser qu'effectivement, quand ils disent qu'ils ont un partenariat d'exception, ça veut dire qu'ils pensent véritablement travailler de commun accord sur plusieurs points stratégiques, notamment ce qui intéresse la France, c'est-à-dire son retour dans les États, n'est-ce pas, en Afrique, notamment, n'est-ce pas, dans l'espace de l'AES, n'est-ce pas, son retour sur le plan diplomatique, sur le plan politique, n'est-ce pas, dans ces pays-là, alors que finalement, il se trouve aujourd'hui que grâce au panafricanisme, n'est-ce pas, qui a été favorisé par les chaînes comme Afrique Média et d'autres chaînes nationales dans plusieurs pays, et des leaders également qui se sont montrés féroces par rapport à la lutte qu'il faut mener, n'est-ce pas, pour faire partie de ce pays qui nous, n'est-ce pas, qui est collé à nous comme une sangsue. Eh bien, on sent qu'elle perd pied et comme elle perd pied, elle s'attache à n'importe qui, elle dit n'importe quoi pour être expéditif. À mon avis, c'est ça, la stratégie. Dire n'importe quoi pour être expéditif et revenir, n'est-ce pas, avec un partenariat franco-marocain qui pourra peut-être permettre, grâce aux relations du Maroc, de pouvoir faire revenir la France sur certaines parties de l'Afrique, n'est-ce pas, qu'elle a perdu de façon catastrophique. Mais je pense que tout ceci est déjà compris depuis par les jeunes générations aujourd'hui en Afrique, par les jeunes leaders, notamment les pays de l'AES. Tout le monde comprend ces stratégies-là. C'est très évident, ça saute aux yeux, personne n'est plus dupe. Donc honnêtement, je pense que c'est peine perdue pour ce type si c'est ce qu'elle cherche. Mais pour le Maroc, ça lui donne l'opportunité, n'est-ce pas, de poser son problème majeur, c'est-à-dire ce problème de visa, n'est-ce pas, que la France a diminué et donc qui lui pose un problème. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et en plus, le fait que le président français ait accepté que le Maroc soit, plutôt que le Sahara occidental soit sous sa domination, c'est une bonne chose. Mais eux-mêmes, je suis sûr qu'ils sentent que c'est de la duperie, ce n'est pas réel, ce n'est pas profond, c'est une position stratégique de façade, mais effectivement, pour répondre à votre question sur le plan économique, le Maroc, c'est un grand pays qui a beaucoup de ressources et qui peut donc permettre, avec sa participation à la CEDEAO, son entrée à la CEDEAO, n'est-ce pas, de développer des partenariats, etc., avec plusieurs pays de cette région-là pour développer pas, son économie, pour engranger plus de parts de marché sur, n'est-ce pas, sur le continent africain et donc se positionner comme un pays incontournable avec les investisseurs dans le monde aujourd'hui. Souligner que la France a besoin tant du Maroc que de l'Algérie, mais selon vous, la fusion France-Maroc-Algérie, est-ce que cette fusion n'est pas toxique? Oui, c'est une coopération toxique et historique, effectivement, parce que vous savez, l'histoire est là, elle est têtue. Hein? Ça dit que c'est pas la guerre d'indépendance de l'Algérie a été brutale pour ce pays et pour la France. Et ils n'ont pas encore avalé cette pilule et donc continuent, n'est-ce pas, par des entourloupes à pouvoir continuer à contrôler ce pays, ce géant, n'est-ce pas, de l'Afrique du Nord. Et donc, ils ont tout le temps des conflits, divers, parce que l'Algérie n'est pas non plus neutre. Elle a aussi des intérêts stratégiques en Afrique.
Et on a vu récemment, n'est-ce pas, avec ce qui se passe à Tinzaouaten, là, n'est-ce pas, dans la zone frontalière entre le Mali et l'Algérie, n'est-ce pas, cette zone-là qui est à la fois une partie, et à la fois, il y a une partie qui est en Algérie, une partie qui est donc au Mali, et dans cette zone regorge, cette zone regorge d'énormes ressources pétrolifères, et donc qui font qu'effectivement, ça peut être un enjeu également pour l'Algérie, n'est-ce pas, une dispute sur cette partie, n'est-ce pas, cette zone-là peut être, n'est-ce pas, quelque chose de stratégique pour l'Algérie, et l'Algérie pourrait peut-être avoir besoin du support de la France à un moment donné pour gagner, n'est-ce pas, ce conflit, ou alors éventuellement, n'est-ce pas, gagner ce conflit sur le plan, sur le plan des relations internationales, notamment à l'ONU, etc. Bon, mais vous voyez, tout ça, c'est toujours par rapport à des intérêts ponctuels. Ce n'est vraiment pas avec le cœur. Et c'est vrai qu'on dit que dans les relations, n'est-ce pas, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts, c'est vrai. Mais il y a aussi qu'effectivement, à un moment donné, il faut bien savoir quelle est sa position, n'est-ce pas, la position de tel ou tel pays par rapport à telle situation, et rester, n'est-ce pas, de façon ferme sur ces relations-là, sur ces positions-là, pour permettre à ce qu'on sache, qu'on puisse vous lire. Mais lorsque vous dansez de temps en temps, vous avez des conflits avec le Maroc, vous allez à l'Algérie, vous associez à l'Algérie, vous devenez les amis des Algériens, et quand ça ne va pas avec l'Algérie, vous devenez les amis des Marocains, et vous faites cette danse-là tout le temps, mais personne ne vous prend au sérieux. C'est pour ça que je pense que la France va s'embourber dans une histoire finalement, parce que l'Afrique aujourd'hui a une position où elle ne veut plus être dominée. Il y a une jeunesse bouillonnante qui existe, qualifiée, qui cherche du travail. Il y a un peuplement qui est élevé. On parle d'à peu près 10 millions de personnes par an, 10 millions de naissances en Afrique par an. Et donc, qui font qu'effectivement ce continent va être, n'est-ce pas, le futur du monde, puisqu'elle regorgera n'est-ce pas, de ressources humaines, n'est-ce pas, d'une classe politique, d'une classe économique, d'une classe moyenne qui va consommer et qui va donc produire également et qui aura besoin de débouchés, en même temps qu'elle consomme également, n'est-ce pas, les produits d'autres pays dans le monde. Donc, ça va être très, très intéressant de voir l'Afrique dans les 20, les 35, les 50 prochaines années. Honnêtement, et je pense que ce sont ces enjeux-là qui font que ces pays du Nord sont dans une situation où elles ne comprennent pas, elles n'acceptent pas la multipolarité qu'offrent les BRICS aujourd'hui. C'est-à-dire que véritablement, c'est un problème pour eux de savoir qu'ils ne pourront plus avoir la domination qu'ils avaient par le passé avec l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui. Donc, l'avenir, ce sera la multipolarité. Chacun va faire du commerce avec sa monnaie, transacter avec sa monnaie, vendre ses produits à qui il veut. Il n'y aura plus d'exclusivité, il n'y aura plus de domination de telle partie sur tout le monde entier, notamment avec le dollar. Et tout ça fait peur parce qu'ils ne savent pas comment se positionner dans le monde sans, n'est-ce pas, cet environnement qui leur donne des avantages inouïs aujourd'hui. Alors, donc, c'est pour cela qu'on observe donc beaucoup de tâtonnements, beaucoup de réserves. Ils essaient plusieurs formules. On voit qu'ils essaient plusieurs formules. On sent qu'ils veulent utiliser plusieurs approches pour essayer de faire changer l'opinion du monde sur plusieurs sujets aujourd'hui. Mais l'Afrique particulièrement n'a plus ce temps-là. L'Afrique, véritablement, est en train de partir, n'est-ce pas, du côté des BRICS, et veut se libérer du joug, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux qui l'ont longtemps, pendant des centenaires, dominé, n'est-ce pas, à travers l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, et ce qui se poursuit également aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il appelle la globalisation, etc. Donc, honnêtement, je pense que c'est ça la position des Africains aujourd'hui, c'est de créer leur propre chemin, même si c'est difficile parce qu'on a encore des leaders qui sont encore formatés, n'est-ce pas, à l'époque coloniale, qui sont là, qui continuent à jouer le jeu des Occidentaux, mais ils savent que ça ne sera plus pour longtemps. Et donc les jeunes qui arrivent, notamment dans l'AES, l'AES, c'est un exemple que beaucoup de pays seront obligés d'imiter parce qu'effectivement, ce sont des jeunes qui sont là, qui travaillent pour leur peuple, qui ne s'intéressent pas aux intérêts occidentaux, qui s'intéressent exclusivement aux intérêts de leur peuple. Et ce qui est important pour nous en Afrique, c'est ça, c'est de pouvoir travailler pour l'intérêt de nos peuples. Il faut arrêter de travailler pour les autres pour pouvoir garder son pouvoir ou garder, je ne sais pas, quels petits intérêts matériels l'Occident peut vous offrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela pourrait impliquer si le Maroc devient donc pays membre de la CEDEAO?
Bon, écoutez, il sera le pays membre de la CEDEAO qui est pratiquement une organisation moribonde aujourd'hui, parce que véritablement, avec le départ de l'AES, de cette organisation, c'est une bonne partie, n'est-ce pas, de la population de ces régions qui se sépare et qui sort du joug de l'Occident. Parce que, entendez la CEDEAO comme un groupe de pays qui travaillent pour les intérêts des Occidentaux. Voilà, c'est ça qui est le problème. Alors, si vous avez des dirigeants dans vos pays qui participent avec les Occidentaux, eh bien, ils se sentent très à l'aise dans la CEDEAO. Mais si vous voulez travailler pour vos peuples, vous ne pouvez pas travailler avec la CEDEAO, ce n'est pas possible. Parce que les décisions qui sont prises ne sont pas dans l'intérêt des peuples. Ils sont dans l'intérêt des Occidentaux. Et on sait que Macron, n'est-ce pas, décide quand il veut, ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Et il l'a fait à plusieurs reprises, on l'a vu, n'est-ce pas? Il décide que voilà, il va falloir faire ceci, faire cela contre tel ou tel pays, et la CEDEAO s'exécute. Alors, on ne peut plus continuer dans ce sens-là. Alors que le Maroc vienne s'ajouter à cela, bon, ça, c'est parce que le Maroc trouve ses intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet au Maroc de pouvoir étendre l'espace de domination économique, n'est-ce pas, financière, n'est-ce pas, et trouver des sources, n'est-ce pas, de financement, ou bien plutôt d'autres des marchés plus avantageux pour ses affaires. C'est tout ce qui intéresse le Maroc. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire partie nécessairement de la CEDEAO pour X raisons, c'est juste pour étendre, n'est-ce pas, ces opportunités d'affaires. Et donc, ça fait qu'effectivement, ils n'ont pas de problème à aller là-dedans. Mais pour les autres pays africains qui veulent se départir de la domination occidentale, eh bien, je pense que ce n'est pas l'endroit où il faut aller. Et on voit effectivement que petit à petit, les choses sont en train de changer. Et lorsqu'on verra que dans 10 ou 15 ans, les pays de l'AES seront suffisamment avancés, suffisamment développés par rapport aux autres pays de l'Afrique, n'est-ce pas, de la zone franc, alors chacun tirera la conclusion qu'effectivement, ils avaient raison de partir. Ils avaient raison, les pays de l'AES, de partir de la CEDEAO. Mais pour le moment, on ne voit pas encore parce qu'ils sont en train de mettre les fondations, n'est-ce pas, de ce qui sera, n'est-ce pas, un boom économique dans ces régions-là dans les 10 ans à venir. Voilà. Merci, professeur Achillekeu. Monsieur Dimi Dalédo, pour le professeur Achillekeu, il s'agit tout simplement une hypothèse ou une éventuelle même adhésion du Maroc en tant que pays membre de la CEDEAO serait tout simplement non profitable tant pour le Maroc, la France et même pour le continent africain.